Morning Business, le débat. Et je suis très curieux de savoir dans quelques instants ce que Jean-Marc Daniel va dire quand il va devoir admettre que le bonnet d'âne de l'Europe, du plateau continental européen, c'est le Royaume-Uni. Parce que tout est parti de là. L'incendie obligataire, l'incendie des taux est parti du budget britannique, mais aussi de l'Italie et de la France, Nicolas Dose. Alors, la fête est finie, c'est la phrase de Giorgia Meloni, mais pas dans le sens de son discours politique. Mais effectivement, on va pas dire que la fête est finie ce matin. Enfin, on a quand même des signaux faibles. Quand vous avez un budget 2023 en France qui prévoit un taux à 10 ans à 2,5 et qu'après la présentation du budget, il fait plus 20 points de base pour monter à 2,7, ouais. C'est un signal. Quand vous avez la victoire d'une coalition de droite, c'est pas la victoire de Meloni, c'est la coalition de droite qui remporte en Italie les élections, qui objectivement a quand même sacrément adouci son discours qui est plus du tout anti-européen et puis qui promet une politique économique plutôt libérale. Elle est quand même très 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 loin du Rassemblement national, mais oui, il y a quand même forcément une petite inquiétude avec là une remontée des taux également de 21 points de base et l'Italie est à 4,5%, 240 points de base d'écart quand même avec le Bund allemand. Et puis la livre qui va vers la parité avec le dollar, vous en parliez, le gilt qui est à 4,24, il prend 41 points de base dans la journée d'hier. On a des signaux faibles. On a des signaux faibles d'une fête qui est moins festive, on va dire. Et puis, il y a eu un message de la BCE hier qui, à mon avis, doit être pris très au sérieux. Christine Lagarde a dit « Je ne suis pas là pour corriger les erreurs de politique intérieure ». Ça veut dire que j'ai un dispositif anti-fragmentation. Vous pouvez compter sur moi en cas de difficulté, mais si vous faites n'importe quoi, le système aura ses limites. Et objectivement, quand on regarde l'Europe dans son ensemble, pas que la Grande-Bretagne, elle a renoncé à réduire les déficits publics. Et alors vous avez deux écoles, vous avez ceux qui disent ça va trop loin. Les plans d'aide, les plans de subvention, les plans de bouclier vont trop loin, parce qu'on finit par avoir finalement un impact positif de l'inflation sur les recettes fiscales, mais qui est complètement annihilé par les impacts négatifs que l'on a en face. Et puis vous en avez d'autres qui disent que malgré tout, on est devant un tel choc, le choc de la guerre, le choc énergétique, qu'on n'a pas le choix. Et qu'il faut intervenir comme on le fait, parce qu'il faut limiter les phénomènes d'inflation. Et en limitant les phénomènes d'inflation, on permettra à la Banque Centrale Européenne de limiter probablement les hausses de taux qu'elle va devoir décider et la durée pendant laquelle elle va remonter ses taux. Donc là, vous avez vraiment deux écoles. D'ailleurs, parmi les partisans de cette politique un peu plus laxiste sur le plan budgétaire, ils disent notamment qu'en 2022, ça a permis, notamment pour la France, d'avoir une croissance plus importante, une inflation plus faible, et du coup un poids de la dette dans le PIB qui finalement n'a pas autant augmenté qu'elle l'aurait peut-être été si on n'avait pas fait cette politique de relance. C'est effectivement la lecture Good Cop, là, qui consiste à dire que comme la dette se regarde en ratio par rapport au PIB, exactement. Vous pouvez la regarder effectivement en milliards d'euros aussi, mais on peut considérer, en tout cas, ça peut s'argumenter que ce qui a été fait n'a pas été totalement contre-productif. Enfin, on a des signaux quand même, des signaux qui sont importants et les signaux de marché, je vous rappelle que ce soit à Bercy ou ailleurs, c'est ce qu'on regarde tous les jours. Jean-Marc Daniel, la question des banques centrales qui ne sont pas là justement pour pallier au n'importe quoi de politique intérieure, c'est un peu ce qu'a essayé de faire la BOE hier, après le budget anglais qui a mis le feu aux poudres avec un effondrement de la livre. Là, elle a essayé de rattraper les effets de politique intérieure. Ah oui, la Banque d'Angleterre a une doctrine, à la différence de beaucoup de banques centrales, qui est assez cohérente. Avec un échec total depuis 6 mois. Avec des difficultés. Un échec total, je ne dirais pas jusque-là, mais je reconnais quelques difficultés chez nos amis britanniques. Mais encore une fois, elle ne s'est pas trompée 1763, donc elle peut éprouver quelques difficultés. Et donc... en fait, pourquoi est-ce qu'elle éprouve des difficultés ? Parce que l'enjeu de la Banque d'Angleterre, c'est de lutter contre l'inflation par l'appréciation du change. Oui. Et ce n'est possible que si tout le monde ne fait pas la même politique. Parce que si tout le monde monte ses taux d'intérêt en même moment, le différentiel de taux d'intérêt qui permet de créer un différentiel de change disparaît. Et donc, sa stratégie supposait qu'il y ait un accord entre les banques centrales à la réunion qui s'est tenue l'été dernier à Jackson Hole. Vous êtes gentil. L'accord, ça serait laissez-nous monter les taux et renforcer notre devise et vous ne faites rien. Et c'est bizarre comme coopération. Non, c'était possible par rapport au dollar, puisque la grande différence qui est entre le Royaume-Uni et le dollar et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, tout leur commerce est dans leur propre monnaie, alors qu'au Royaume-Uni, leur commerce international est dans la monnaie d'un autre pays qui est le dollar. Et donc, à partir de ce moment-là, l'intérêt des Américains n'est plus exactement le même. Les Américains ne sont pas dans une situation où ils cherchent une hausse de leur taux de change, puisque par rapport au dollar. Pourquoi il ferait plaisir aux Anglais ? Oui, ça c'est une bonne question. Voilà. Non mais là on a vu une sanction immédiate. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a eu une sanction sur les marchés et qu'en gros le marché dit que ces budgets ne sont pas sérieux? Oui, ces budgets ne sont pas sérieux effectivement, et ils ne sont pas sérieux parce qu'ils sont dans une situation où les pays en question, les pays sous revue, sont des pays qui ont des déficits de
balance commerciale, de balance des paiements courants considérable. Le Royaume-Uni, une des grandes faiblesses du Royaume-Uni, c'est son commerce extérieur. Elle a un déficit de sa balance des paiements courants qui est très élevé. La France est aussi dans cette situation. L'Italie n'est pas dans cette situation. Donc l'Italie, elle subit une hausse des taux d'intérêt qui est une hausse des taux d'intérêt sur sa dette, mais qui n'est pas liée à son déséquilibre fondamental et à une situation qui est une situation d'épargne négative. Et donc, pour tous ces pays, il est évident que le déficit de la balance des paiements courants qui est lié, comme le dit le FMI, à une politique budgétaire inconsidérée et une fringale de consommation ne peut se corriger que maintenant par une politique budgétaire qu'il va falloir corriger et mettre les pays et les populations devant la réalité. Donc la seule solution, c'est la rigueur. Oui. Voilà. C'est pas ce que nous disent les budgets. Il est clair qu'aujourd'hui, je vous dis que l'Europe a renoncé à réduire les déficits. Hier, Bruno Le Maire nous a dit que la France est à l'euro près. À l'euro près, oui. Quand on regarde la réalité, la France est à 155 milliards d'euros près. C'est pas exactement l'euro près. Allez, tout de suite, on va poursuivre parce que ça commence à devenir inquiétant ce qui se passe sur les marchés de taux. Même Antoine Rigauderie nous parle peut-être d'un krach obligataire à venir. On va en parler avec Stéphane Collier. Il y a eu Bank of America qui considère qu'on est dans le 3e krach obligataire mondial.